Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Trade Décodeur, spécialement dédiée à l'univers des crypto-monnaies. Nous sommes mercredi 14 décembre. Je suis Laurent Albi et nous allons passer une demi-heure ensemble pour voir quelle est la situation technique du Bitcoin et de l'Ether, comme à notre habitude. Et puis ensuite, je vous montrerai trois cryptos qui tirent leur épingle du jeu, c'est-à-dire qui sont dans des configurations techniques qui me semblent intéressantes. Alors, avant de commencer cette émission, j'aimerais vous rappeler que cette classe d'actifs des crypto-monnaies est actuellement en train de subir de grandes et de graves turbulences. Cela ne vous a pas étonné, enfin, cela ne vous surprend pas compte tenu de l'actualité que vous avez dû suivre avec la débâcle de FTX. Et donc, vous ne devriez pas être étonné de mes mises en garde dans un environnement qui est non seulement volatile, ça c'est du point de vue de la macroéconomie, mais également volatile du point de vue de l'actualité de cette classe d'actifs. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est parce qu'il y a eu dans les derniers mois qui se sont écoulés la première déroute qui a surpris absolument tout le monde. C'était avec la blockchain Terra, qui était censé mettre en œuvre un stablecoin, le Terra, dont la stabilité était justement compensée par la volatilité du Luna. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais ça a été un choc quand il y a eu effectivement cet effondrement donc, de cette monnaie. Il y a maintenant environ 3 semaines, il y a eu la débâcle de FTX, qui était la deuxième plateforme d'échange la plus importante du monde, avec donc une faillite et une société qui s'est mise sous la protection du chapitre 11 des faillites donc, aux États-Unis, avec son ex-PDG qui a été arrêté hier. Et puis il y a des rumeurs actuellement sur Binance, sur à la fois des interrogations sur des opérations de blanchiment d'argent. C'est ce que les procureurs américains sont en train d'étudier. Donc on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Et puis d'autres doutes qui sont émis sur les réserves de Binance. Alors pourquoi je vous dis ça avant de commencer cette émission? Eh bien parce qu'on est clairement dans une classe enfin, en présence d'une classe d'actifs qui est très chahutée, c'est un euphémisme de le rappeler, et donc je vous incite vraiment à la plus grande prudence si vous détenez des cryptos. Alors, ce n'est pas une émission qui est dédiée à tout ce que vous pouvez faire pour effectivement mettre vos actifs en sécurité, mais juste deux choses. La première, on n'est jamais assez instruit sur les investissements, sur les classes d'actifs sur lesquelles on investit. Les cryptos, c'est un environnement qui est compliqué. C'est de la technologie, c'est de l'informatique. Il faut vraiment que vous compreniez ce que vous faites, ce dans quoi vous investissez, comment ça fonctionne, parce que sinon, vous vous exposez à des surprises et en l'occurrence des mauvaises surprises. Donc c'est extrêmement important de vous instruire, de vous éduquer. Il y a pléthore de vidéos sur YouTube qui expliquent ce que c'est la blockchain, ce que sont les différents jetons. Il y a des livres qui sont d'excellente qualité, qui ont été publiés. Je pense notamment à un petit dictionnaire Larousse sur les cryptos qui est vraiment sympa et qui explique cet environnement. Donc, la première chose, c'est vraiment de continuer de vous éduquer, de vous instruire pour comprendre qu'est-ce que c'est cette classe d'actifs si particulière.
La deuxième chose, c'est peut-être de songer à mettre ces cryptos à l'abri avec ce qu'on appelle un cold wallet, c'est-à-dire qui n'est pas relié à Internet. En fait, vous le reliez que lorsque vous voulez faire des transactions, déposer des actifs sur une plateforme d'échange, mais sinon, vous le sortez du web. Ça fonctionne comme une clé USB sur laquelle sont vos cryptos. Je ne vais pas faire de publicité pour certains fabricants plus que d'autres de cold wallet, mais on a des leaders en France, on a même un leader mondial, donc c'est pas la peine d'aller chercher très loin pour savoir qui c'est. Et donc, je vous invite vraiment à réfléchir et à mettre vos cryptos en sécurité sur un cold wallet. Pour terminer, on est dans un bear market, ça vous le savez, hein, regardez le Bitcoin, moins 75% depuis son all-time high, le TH, moins 73% depuis le début de l'année, moins 62 et moins 65%. Donc, on est sur un marché qui souffre terriblement. La volatilité est exacerbée par rapport à, par exemple, ce qu'on peut retrouver sur le Nasdaq 100 et les actions. Donc, les turbulences ne sont pas terminées. On n'est pas arrivé au bout de nos peines. Il va y avoir, à mon avis, hein, encore à venir une ou plusieurs purges. Il faut qu'il y ait de la réglementation sur cette classe d'actifs. Elle tarde à arriver, mais je pense qu'elle est salutaire. Il faut qu'elle arrive pour que les investisseurs n'aient pas l'impression qu'ils sont dans un environnement qui ressemble plus au Far West. Trois cryptos donc qui tirent leur épingle du jeu malgré ce contexte qui reste préoccupant. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors attendez, je vais juste faire un tout petit réglage. Voilà, donc on reprend donc le fil habituel de nos émissions du mercredi avec les informations d'usage. La capitalisation totale s'élève actuellement à 828 milliards de dollars. La capitalisation hors BTC et ETH se monte, elle, à 324 milliards de dollars. Le Bitcoin est en hausse sur la semaine de 4%. Sur l'année, il est, comme je vous le disais tout à l'heure, en baisse de 62% et par rapport à son sommet historique, en baisse de 75%. L'Ether est en hausse sur la semaine de 5,8% et en baisse sur l'année de 65% et par rapport à son plus haut historique, en baisse de 73%. Alors, attendez, il faut juste que je fasse une petite manip. Voilà, que je me mette comme ça pour que je puisse voir vos questions si vous en avez, parce que vous avez la fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez communiquer avec moi. Alors, ce que nous allons regarder aujourd'hui, c'est comme d'habitude, on va commencer avec le Bitcoin et le TH. Et puis ensuite, nous examinerons le contexte technique du PAX-G, qui est un token qui est corrélé, on va en parler tout à l'heure, à l'or, qui fait partie de la blockchain Pax Gold, qui est 61e cette blockchain en termes de capitalisation au classement donc des capis les plus importantes avec 461 millions de dollars de capis et sur la semaine en hausse de 0,63%. On ira ensuite regarder le jeton OKB de la plateforme OKB qui est 35e au classement des capitalisations les plus importantes avec un montant de 1,3 milliard de dollars en hausse de 9% sur la semaine.
Et puis, nous terminerons avec le token WOO de la plateforme WOO Network, qui est comme OKB, une plateforme d'échange, qui est en termes de capitalisation classée 138e avec un montant de 154 millions de dollars et qui est en hausse de 16% sur la semaine. Voilà, c'est parti. On va commencer donc avec le Bitcoin. Le Bitcoin, donc, qui profite de désespoir, alors pas du désespoir, mais plutôt des espoirs au pluriel des investisseurs liés à des banques centrales et notamment la Fed qui ralentirait donc sa hausse des taux avec un taux terminal qui est évalué pour le moment à 5 ou 5,25% et qui serait sans doute atteint au premier trimestre 2023. C'est évidemment un facteur qui soutient les actifs risqués et en particulier le BTC. Alors, on a eu après donc la déroute de FTX une phase d'accumulation, on peut l'appeler comme ça, entre 15 680 et 17 192 dollars, qui a hier, après la publication de CPI, c'est-à-dire les chiffres de l'inflation américain moins élevés que prévu, eh bien, permis aux acheteurs de revenir sur le devant de la scène et de permettre au BTC de franchir sa résistance à 17 190 dollars qui est ici. Les cours sont néanmoins toujours sous une moyenne mobile à 65 périodes, qui est ma moyenne mobile de moyen terme. Et le premier événement technique d'importance après le franchissement de cette résistance, ce serait effectivement de voir cette moyenne mobile franchie. Si c'est le cas, le BTC pourrait revenir sur les 18 880 dollars. Alors, attention, parce qu'on est toujours dans une tendance baissière de court et de moyen terme sur le BTC. C'est la raison pour laquelle j'ai tracé ce canal qui est baissier et qui montre cette séquence directionnelle négative avec des sommets et des creux qui sont descendants. Si le BTC arrive à retourner sur les 18 880 dollars, c'est une zone de polarité. C'est-à-dire que c'est une zone de support, hein, vous la voyez ici, concrètement une zone d'achat, qui, une fois qu'elle a été enfoncée, devient une zone de vente. C'est-à-dire que le potentiel de hausse du BTC, à partir des niveaux actuels à 17 990, autrement dit à 18 000 dollars, c'est grosso modo de 980 dollars pour aller chercher les 19 000, voire un petit peu moins. Vous voyez ici à 18 880. Donc attention, on est toujours dans une tendance baissière et tous les achats sur le BTC doivent être considérés comme des achats de contre-tendance dans un mouvement qui reste négatif. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les modules de Waldata. Alors, vous avez ici, sur le BTC, deux informations données par les algos de la plateforme. D'abord, le WTI ici, qui est un indicateur de prise de tendance, qui nous montre qu'il y a un potentiel d'appréciation de court terme qui se met en place. Aucune garantie, mais c'est un signal, c'est une information. Et deuxièmement, on a un indicateur qui calcule la volatilité du Bitcoin. Et lorsque les cours arrivent à progresser de manière suffisamment importante et à sortir et des bandes de Bollinger et des bandes de Keltner, on a ce signal qui se met en place. Donc on a
un signal qui nous dit qu'on a une prise de tendance potentielle sur le BTC et un autre signal qui nous dit que du point de vue de l'étude de la volatilité, on a eu hier, après les bons CPI américains, des investisseurs qui ont montré de l'enthousiasme dans leurs opérations d'achat. Si ces signaux sont évidemment très positifs, ils ne valident en rien la capacité du BTC à continuer sa course haussière au-dessus de cette résistance à 18 880 points. Il faut bien distinguer les signaux qui sont donnés avec la capacité d'un actif à prolonger sa trajectoire haussière. Et ça, les signaux ne peuvent pas le dire. Ils vous disent simplement, attention, on a effectivement des acheteurs qui sont en train de revenir de manière active sur le marché. C'est ça ce que ça donne comme info. Et on voit bien ici que le BTC, il est sorti des bandes de Bollinger et il a même clôturé à l'extérieur des Keltner. Donc c'est positif. Donc a priori, on a un BTC qui devrait retourner sur la zone des 18 880 points, sans aucune garantie, encore une fois. Mais on a un seuil technique extrêmement important sur ce niveau. Le seuil d'invalidation de cette lecture haussière se place sous la mèche basse de la bougie du 7 décembre, c'est-à-dire concrètement sous les 16 650 points. On va regarder maintenant l'Ether. Alors, l'Ether, vous voyez, lui, il n'est pas encore sorti de ses Bollinger, et donc a fortiori encore moins de ces Keltner. Donc, je vais enlever. Voilà. Donc là aussi, regardez, c'est intéressant parce que sur l'Ether, on n'est pas sorti de cette phase d'accumulation potentielle. On saura que c'était une phase d'accumulation quand les cours auront franchi les 1357 $, c'est-à-dire cette résistance qui est ici. Tant qu'on est en dessous, ça consolide, mais c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation à cette hypothèse d'accumulation, parce qu'on ne sait pas encore si c'est vraiment de l'accumulation. Si l'Ether arrive, alors attendez, je vais juste, voilà, si l'Ether arrive à s'extraire de cette zone de range, et on voit que pour le moment, il a réussi à dépasser cette moyenne mobile à 65 jours. S'il arrive à dépasser les 1357 $, lui aussi, il a un potentiel d'appréciation intéressant vers, dans un premier temps, 1500 $ et dans un deuxième temps, 1660 $. Si effectivement on assiste dans les prochains jours ou dans les prochaines heures à un franchissement de cette résistance à 1357 $, c'est-à-dire ici, ça montrera que les acheteurs continuent d'être très actifs sur ce marché. Et dans ce cas-là, à très court terme, eh bien, le stop se place sous la mèche basse de la bougie du 7 décembre, toujours la même, c'est-à-dire ici, stop sous 1212 $, et target qui se situe entre 1511 et 1660. Sur l'Ether, on est toujours dans un contexte qui est négatif, il y a toujours de la pression sur les prix, ça se voit assez bien ici avec ces creux et ces sommets qui sont négatifs, donc attention. Ceux qui suivraient cette hypothèse haussière sur franchissement de la résistance à 1357 $, n'oubliez pas que vous inscrivez cette opération dans un contexte négatif, autrement dit, ça fait de vous un contrarien. C'est-à-dire que vous faites une opération contre la tendance de fond. C'est-à-dire que c'est risqué, c'est toujours risqué de prendre position sur les marchés,
mais ça l'est particulièrement quand on est contre la tendance. Or, la tendance sur l'Ether, elle est baissière. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une opportunité potentielle, mais attention, on est à contre-tendance. Le money management est extrêmement important, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par ce scénario, faites bien attention à la taille de votre position, parce que si finalement les forces de rappel baissière devaient s'exprimer à nouveau et que vous êtes stoppé, il faut que cette perte potentielle ne mette pas en danger votre portefeuille crypto. Donc sur l'Ether, un petit peu en retard par rapport au Bitcoin, puisque la résistance n'a pas été dépassée, mais on voit bien qu'il y a une possibilité de lecture, d'accélération haussière, validée si et seulement si la résistance à 1357 $ est dépassée. Alors maintenant, je vais vous montrer 3 cryptos, comme je vous le disais, qui tirent leur épingle du jeu. Alors la première, vous la connaissez, c'est Pax Gold. Je vous en ai déjà parlé le 14 novembre de mémoire. Le 14 novembre, c'était où? C'était ici, où on était dans le range après avoir franchi cette résistance, et je vous disais que j'avais toujours une lecture positive sur Pax Gold. Eh bien, les opérateurs ont confirmé cette lecture positive, puisque la résistance suivante, à 1790 $, elle a été dépassée, et qu'on est maintenant dans un mouvement haussier avec des targets potentiels à 1848, c'est-à-dire ici, 1894 $ ici, et puis peut-être sur une temporalité plus éloignée, 1984 $. La tendance est haussière sur Pax Gold. Alors on va regarder ensemble en allant sur les assistants visuels. Si on a sur VBA et WTI des choses qui nous disent qu'il y a effectivement du momentum. WTI, il a été donné très très tôt, donc très intéressant, on en avait déjà parlé la dernière fois, et VBA a donné un signal donc de hausse le 1er décembre. Et pour le moment, ça se confirme. Alors, Pax Gold, je vais vous en parler rapidement, mais je pense que vous devez la connaître parce que je vous l'ai déjà présenté. C'est une crypto-monnaie qui est adossée en fait au cours de l'once d'or. Elle a été créée septembre 2019 par une société qui s'appelle Paxos Trust Company. Et en fait, cette société, elle s'engage, en tout cas sur le papier, à maintenir une réserve d'or physique équivalente à la somme des jetons PAX-G qui sont en circulation. Les réserves d'or qui sont conservées par Paxos sont contrôlées mensuellement par le département des services financiers de l'État de New York pour garantir justement que l'offre de jetons PAX-G correspond à la quantité d'or qui est détenue. Ici, on parle de tokenisation d'actifs. C'est-à-dire qu'on va numériser des actifs physiques échangeables sur une blockchain. Ça met d'une certaine manière en concurrence le PAX-G, le jeton, avec des ETF. Le plus connu, c'est le GLD, des ETF adossés au cours de l'or. Alors, de la même manière qu'un ETF comme le GLD est obligé, chaque fois que vous achetez l'ETF, ça oblige la gestion de l'ETF à acheter de l'or pour backer justement les achats. Sur le Pax Gold, en principe, c'est la même chose. L'avantage du Pax Gold, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'un ETF, mais ça suit, c'est corrélé avec les cours de l'or. Et c'est un jeton qui est intéressant parce qu'il rend la détention d'actifs liés au cours de l'or moins cher qu'un ETF ou même que l'or lui-même. Voilà, donc on est dans une trajectoire qui est haussière, avec un franchissement de résistance à 1790 $ qui a été donc validé hier. Donc a priori,
les cours devraient continuer d'évoluer à la hausse vers 1848 et 1894 $, avec un stop que nous pourrions placer sous 1766 $. On va regarder maintenant un jeton qui est l'OKB. Alors, l'OKB, c'est un token ERC20, c'est-à-dire qui fonctionne sur la plateforme Ethereum, qui a été créée en 2019 à Hong Kong. En fait, c'est ce qu'on appelle un token utilitaire. Ça veut dire que quand vous détenez le jeton et que vous traitez sur la plateforme OKB, eh bien vous avez des réductions sur les frais de courtage. C'est un petit peu un jeton qui a été créé à l'image du BNB, qui est le token natif de la plateforme Binance. Et donc, ça permet d'obtenir toutes sortes d'avantages quand on choisit cette plateforme d'échange pour faire des swaps et ou voilà, des transactions sur les cryptos. Là aussi, on est dans une tendance qui est haussière. On est au contact d'une résistance importante à 22,90 $. Et là aussi, il va falloir attendre le franchissement de cette résistance pour avoir la clôture, pour avoir la confirmation d'une reprise d'un mouvement ascendant qui pourrait amener l'OKB sur les 27,50 $ dans un premier temps et peut-être sur le premier trimestre 2023 sur les 32 $ qui correspondent en fait au sommet du 17 décembre. On est dans un contexte technique, ça ne vous échappe pas, qui est très très différent du Bitcoin et de l'ETH, puisque ce que j'ai commencé par vous dire, c'est que sur ces deux cryptos majeurs, on était dans une tendance qui était baissière. Sur l'OKB, on est dans une tendance qui est haussière. Donc, il y a une vraie différence. Les moyennes mobiles de court et de moyen terme, 65, 10 et 17, sont toutes haussières. Le RSI est en train de repartir à la hausse. On a un indicateur de prise de tendance via le WTI qui nous montre que on a une amélioration claire du paysage technique, un potentiel d'appréciation donc intéressant vers les 27,50 à confirmer encore une fois. Ce sera sans doute lors de la prise de parole de Jérôme Powell ce soir, lors du dernier FOMC de l'année, où il est attendu qu'il ait des propos accommodants, que nous pourrions assister au franchissement de cette résistance. On termine avec Woo Network. Woo Network, j'avais envie de vous en parler parce que on voit que les cours sont en train de sortir de ce range avec cette accélération haussière au-dessus de la résistance à 13 cents. Donc, si le mouvement devait être confirmé dans la journée avec le franchissement donc, de cette moyenne mobile de 65 jours, alors l'accélération haussière devrait se poursuivre vers la zone suivante à 17 cents qui est ici. On voit une espèce de formation de figure de retournement aussi en forme de tête-épaule inversée à valider encore une fois. Si c'est le cas, eh bien, nous pourrions assister à un potentiel d'appréciation de très court terme intéressant avec le WTI qui nous montre encore une fois un signal de hausse avant l'accélération. C'est tout l'intérêt du WTI. Et si je mets VBA, vous voyez que du point de vue de l'étude de la volatilité, on sort des bandes de Keltner et de Bollinger, ce qui voudrait dire qu'a priori, sur Woo, qui est donc le token natif de la plateforme Woo Network, c'est un petit peu le même principe que OKB, eh bien on pourrait avoir une accélération vers les 17 cents. Voilà, cette émission est terminée. Je vous remercie tous de votre attention. Désolé pour les nombreux problèmes techniques qui ont eu lieu aujourd'hui. On va s'en occuper pour essayer
que ça ne se reproduise plus. Si vous avez aimé le contenu de cette émission, n'hésitez pas à le partager et à mettre des pouces. Et moi, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve au mois de janvier. Bonne journée à tous.